Aéroport d'Alexandrie, avril 2006. Plus de 500 objets de l'Égypte ancienne s'apprêtent à quitter le territoire national. C'est la première fois que l'État égyptien laisse sortir autant de ses trésors. L'Égypte antique n'a livré qu'une partie de ses secrets. La plupart attendent toujours d'être révélés. Depuis près de 15 ans, un archéologue français, Franck Gaudiot, a entrepris de retrouver ceux qui demeurent enfouis au fond de la mer. Au fil des ans, il a peu à peu remonté les trésors engloutis au large d'Alexandrie et de la baie d'Aboukir. Patiemment, il a identifié les vestiges de l'ancienne Alexandrie et des cités oubliées de Canope et d'Héraclion. Par ces trésors enfin remontés à la lumière, il nous raconte un moment clé dans l'histoire des hommes, la rencontre entre la civilisation des pharaons et celle... Notre histoire commence en 1992, dans la baie d'Alexandrie. À bord du Princess Douda, Franck Gaudiot a rassemblé une équipe internationale d'archéologues, d'égyptologues et de plongeurs à la recherche de l'ancienne cité fondée par Alexandre le Grand. Si vous plongez dans le port sans en avoir une connaissance préalable, vous ne trouverez rien, il n'y a rien à voir. Il faut faire une prospection électronique très sophistiquée et rassembler des données très complexes pour savoir l'endroit où il faut fouiller. Franck est le premier à croiser les données de la bathymétrie qui lui permettent de dessiner le profil des fonds et celles de la magnétométrie qui détecte des objets enfouis sous plusieurs mètres de sédiments. À cette époque, l'utilisation des techniques de la géophysique est en rupture avec les méthodes de l'archéologie sous-marine traditionnelle. Il faudra attendre 4 ans pour que le relevé exhaustif des fonds soit établi et que les plongeurs puissent se mettre au travail en avril 1996. Par 6 mètres de fond, leur première tâche est de dégager plusieurs mètres de sédiments accumulés au fil des siècles. Les eaux sales et polluées par les égouts de la ville rendent les conditions d'exploration extrêmement difficiles. Dès la première campagne, des vestiges sont dégagés. Des blocs de pierre, des anciens murs. Tu veux quelque chose? C'est difficile à dire, mais il y a un ressenti. Il y a un ressenti de quelque chose. Moi, je pense l'avoir. Peut-être je dis que peut-être c'est pas vrai, mais à des moments, je dis c'est bizarre. L'endroit me plaît. L'endroit me plaît et puis automatiquement, je trouve quelque chose. Trouver des choses laissées par le passé, abandonnées par les hommes du passé, c'est assez extraordinaire. En fait, ça nous fait apprendre beaucoup de choses sur la façon de vivre, sur la façon de prier, de combattre, de naviguer. C'est tout à fait passionnant. Les découvertes se poursuivent. Des digues et des quais aux alignements saisissants, des épaves de bateaux. Tout laisse à croire que les équipes de Franck Gaudiot se déplacent dans l'antique Portus Magnus. Le Portus Magnus est le joyau de cette ville, première des Alexandries que le général macédonien établira au fil d'un périple qui le mènera aux portes de l'Orient. Fondée en 331 avant Jésus-Christ, à l'emplacement d'un village de pêcheurs, la ville deviendra très vite le grand port du monde méditerranéen, porte ouverte entre l'Orient et l'Occident. Le Portus Magnus abrita aussi les palais et les temples somptueux des Ptolémées, dynastie des derniers rois d'Égypte établie par Alexandre. En 1996, au centre de cet ensemble complexe, les plongeurs cernent les contours d'une petite île qui semble correspondre à Antirodos, connue pour avoir abrité les palais des rois Ptolémées jusqu'à la dernière reine de la dynastie, Cléopâtre VII. La découverte d'un sphinx au visage de Ptolémée XII, son père,
et d'une tête de granit représentant Césarion, son fils, confirma cette hypothèse. La statue de prêtre qui porte un vase canope était assez extraordinaire. Et on a vu une forme comme ça. Et il y avait une très mauvaise visibilité. On sentait qu'on trouvait un objet très important. On voyait un personnage qui tenait, alors on se disait mais c'est une femme qui tient un enfant. Enfin, on n'arrivait pas très bien à identifier avec la visibilité. Et quand nous avons monté à la surface, on a vu ce prêtre qui tient ce vase canope. Une sculpture éblouissante, magnifique, très impressionnante. C'était un grand moment de la plongée. Le prêtre au vase canope officie pour le culte d'Isis, déesse de la fertilité, à laquelle s'identifiait Cléopâtre. Il est le dernier gardien d'un sanctuaire dont le souvenir nous est laissé par cette mosaïque de la Villa Adriana en Italie. Il aura fallu plus de 10 ans à Franck et son équipe pour achever la cartographie complète de l'ancien port et de ses palais. 10 ans pour disposer d'une vision réaliste de cet endroit mythique tel que les marins de l'Antiquité l'ont connu. Détaché. Là, tu as tout effondrement vers le sud-ouest. Alors, éléments de construction, blocs de marbre. En 840 de notre ère, un raz-de-marée, provoqué par un des nombreux tremblements de terre dans cette région, porta un coup fatal à l'antique cité. Vers 50 après Jésus-Christ, Strabon, le père de la géographie moderne, avait mentionné dans ses carnets la description de 2 villes situées à l'est d'Alexandrie, les cités de Canope et d'Héraclion. 1997. Alors qu'il poursuit les fouilles en baie d'Alexandrie, Franck Gaudiot organise un relevé systématique des fonds dans la baie voisine d'Aboukir, là où, pense-t-on, se trouvaient les antiques cités mentionnées dans les écrits de Strabon. Franck Gaudiot doit sans doute à sa formation d'ingénieur sa volonté de disposer de techniques d'investigation scientifique. Avant d'être archéologue, il a débuté comme consultant international, d'abord en Asie pour le compte de l'ONU, puis en Afrique pour le compte du Fonds saoudien de développement à Riyad. Mon métier de consultant économique et financier était tout à fait passionnant, mais à la fin, il y avait un côté un peu répétitif et puis la route était un peu tracée d'avance. Or, je n'aime pas les routes trop tracées. Et j'avais cette passion de l'archéologie, cette passion de la mer, et quelque chose m'appelait sur cette voie. Et donc, j'ai décidé un jour de me lancer dans l'eau. Franck a pour grand-père maternel Éric de Bishop, navigateur célèbre dont les exploits ont bercé son enfance. Dès 1982, Franck étudie les possibilités d'exploration en baie d'Alexandrie. Mais les techniques disponibles alors ne permettent pas de repérer les fonds ni les objets enfouis dans la vase. En 1985, il fonde l'Institut européen d'archéologie sous-marine et coordonne de nombreuses recherches en mer de Chine et au large des Philippines. Dans les années 90, les techniques de repérage s'améliorent avec l'utilisation de la magnétométrie. Franck repère alors le San Diego, un galion espagnol coulé au XVIe siècle lors d'un abordage avec un corsaire hollandais. Grâce notamment à cette technologie nouvelle, la moisson est impressionnante, les objets exceptionnels. Porcelaine de Chine, jarres, outils de la vie courante, armes, canons, permettent de documenter ces moments clés de l'histoire qui voient se rencontrer l'Extrême-Orient et l'Occident, et bientôt la Chine se refermer. Après la découverte du galion San Diego, on s'est dit faire mieux que le San Diego, ça sera difficile. Mais peu à peu, dès nos premières plongées en baie d'Alexandrie, on a compris qu'on était dans un domaine et dans une dimension encore tout à fait différente et que des choses extraordinaires nous attendaient. 1999, première plongée sur le site supposé de l'ancienne Canope. Jean-Claude Roubaud occupe le poste de chef plongeur. C'est tout le temps une aventure, pourtant ça fait, je sais pas, 2000 heures de plongée peut-être. Je sais pas, j'ai jamais compté en fait. Et chaque plongée a une différence. Autant au niveau visibilité que découverte, c'est toujours différent.
des colonnes antiques semblent indiquer la voie à suivre. Les opérations de déblaiement peuvent commencer. Sous 2 mètres de sédiments se dévoilent peu à peu les fondations d'un bâtiment. Aujourd'hui, c'est très très bien. Je veux dire, en fait, comme je te disais hier, l'eau froide est rentrée, la houle s'est calmée, et là maintenant on a 4 mètres, 5 mètres de visibilité. C'est exceptionnel. À cet endroit, on a retrouvé une tête extraordinaire d'une sculpture grecque représentant le dieu Sérapis. Magnifique, en marbre blanc, très belle, qui est une tête colossale, qui correspondait à probablement une statue de 4 à 5 mètres de haut. Donc c'est une statue principale du temple. Donc très probablement, nous sommes sur le temple de Sérapis et qui avait son grand temple dans la ville de Canope. Sérapis est un dieu syncrétique né des songes d'un roi Ptolémée. Il reprend les attributs d'Osiris, le dieu des morts fait homme. La présence alentour d'autres têtes du même dieu mais d'époque romaine, plus petites, confirme l'hypothèse des archéologues. Ils sont sur les vestiges du grand temple de Canope, dédié à Sérapis. On y accourait des 4 coins de la Méditerranée pour solliciter miracles et faveurs. Le culte se poursuivit tout au long de la Rome antique, jusqu'à ce que les chrétiens détruisent le temple en 391 de notre ère et reconstruisent avec ses pierres un monastère dit de la Repentance. Sur ce même site, les plongeurs découvrent plusieurs têtes de la basse période pharaonique et de celle des Ptolémées. Les dynasties qui précèdent celle des Ptolémées eurent à libérer l'Égypte du joug assyrien, puis perse, souvent grâce au concours de mercenaires grecs. Dans une sorte de raccourci temporel, se dresse au même endroit la statue de la reine Arsinoé II de la dynastie des Ptolémées, représentée ici en Aphrodite grecque sortant des eaux. Les objets retrouvés sont propriété de l'État égyptien et sont destinés à ses musées. Dans l'équipe de Franck, Georges Brocco a pour mission de mouler les pièces les plus significatives. Le moulage est le moyen privilégié pour permettre aux scientifiques du monde entier d'examiner les objets remontés à la surface. Quelquefois, pour prouver à mes élèves que le silicone permet une définition de l'ordre du micron, je moule un disque 33 tours, je fais un tirage positif en résine et ce disque est parfaitement audible. C'est pas de la haute fidélité, mais c'est parfaitement audible. Tu vas dans le 270 à l'ouest. Cela fait déjà 3 ans que les plongeurs fouillent le site de l'ancienne cité qui peu à peu livre une partie de ses secrets. Une tête romaine rappelle que la renommée de Canope s'est poursuivie durant l'Empire romain.